Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous parler de prana. C'est quoi? C'est quoi? De chemin pranique. Surtout si vous avez suivi, j'étais officielle de pranisme international en Italie. Donc la vie m'avait appelé, mon intuition m'avait dit propose d'y être volontaire. Je fais du volontariat tous les ans en fait. J'en parle pas forcément à chaque fois. Il y a des choses qui restent voilà, dans ma vie privée. Et cette année, c'était, voilà, ça m'a dit de postuler pour ce festival. Et donc j'y suis allée, hein, moi je suis mon intuition, je ne cherche pas forcément à comprendre forcément sur le moment. Et donc, on va dire, c'est quelque chose que j'ai expérimenté, alors de manière consciente depuis 2018, mais j'en ai pas forcément parlé parce que j'aime bien aussi prendre du recul, prendre le temps de la réflexion. Quand je fais une vidéo, alors certaines vidéos sont sur, sur le moment, alors particulièrement quand je suis sur des lieux sacrés, juste voilà, j'ai besoin de partager, généralement j'ai trop d'énergie, j'ai besoin de partager. D'autres vidéos, je prends vraiment le temps de réfléchir, de lire, de me renseigner, d'avoir plein de discussions sur ces questions-là avec les collègues, avec les amis, etc. De prendre le temps de la maturation. Et donc là, sur ce sujet-là, euh, voilà, j'ai un temps de maturation assez long pour pouvoir en parler. J'ai déjà partagé par rapport aux jeunes, du coup, parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter dès l'âge de 18 ans, de manière très sauvage, et voilà, j'ai affiné un peu après au fur et à mesure, du coup, c'était pas forcément bien quand je l'ai fait à partir de 18 ans, mais bon, voilà. Et donc j'ai déjà partagé par rapport aux jeunes, du coup, je crois que la dernière fois que j'avais fait un jeûne, je l'avais un petit peu partagé en ligne, parce que je vois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur de ça, alors que c'est vraiment un outil millénaire que tous les peuples pratiquent et que les animaux pratiquent aussi de manière instinctive, voilà, et qui a tout un tas de bienfaits. Alors évidemment, on vit dans un pays où dès qu'il y a des pratiques un petit peu alternatives de santé, c'est diabolisé, satanisé presque même, gouroutisé, sectarisé. Voilà, bref, c'est le gentil monde de la grande tolérance dans laquelle on vit au pays des Lumières à l'heure actuelle en France. Et donc voilà, moi j'ai pratiqué le jeûne très tôt, donc j'en ai déjà parlé. Et le chemin pranique, c'est-à-dire le chemin pranique, alors, savoir de quoi on parle, il y a plusieurs appellations. On va appeler respirien les gens qui ne mangent plus de nourriture solide. Alors attention, parce qu'il faut bien comprendre que ce pas des gens qui arrêtent de se nourrir, ce sont des gens qui arrêtent de se nourrir avec la nourriture solide. Parce que l'idée, c'est de continuer à se nourrir, mais de manière différente, grosso modo avec l'énergie qui est là. Et donc, le prana, c'est le mot pour énergie ou lumière dans la sphère indienne. Donc, ce terme-là a été repris, donc prana, ça donne pranisme. En anglais, on dit ceux qui respirent, breatharian, désolé pour mon accent, et donc ça donne aussi en français respirien, donc le respirianisme pour ces personnes-là qui ont trouvé une autre manière de se nourrir. Alors, ce sont des choses qui existent depuis des millénaires dans tout un tas de traditions avec un gros aspect spirituel, on va dire. Moi, c'est quelque chose dont je n'ai jamais douté. Je vois beaucoup de personnes qui sont là, waouh, ça existe et tout. Enfin, moi, je viens d'une sphère culturelle, sous-culturelle indienne. Donc, j'ai grandi avec l'idée des sages, des sadhus, des gourous ou des moines bouddhistes aussi. J'étais un peu connectée au bouddhisme culturellement dans mon enfance. Et donc, pour moi, ça a toujours été dans mon champ de conscience, dans mon champ de vision. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas manger. Voilà, comme moi, enfin, quand on est de culture indienne, on sait qu'il y a des gens qui marchent sur le feu, on sait qu'il y a des gens qui ont des rituels spécifiques où ils s'arrêtent de manger, ils se préparent pendant 3 mois de jeûne avant de pouvoir se rentrer des épées, plein de choses dans le corps, en signe de dévotion à Dieu en fait. Je le dis un peu rigolant parce que faut peut-être pas que je rigole de trop, parce qu'à chaque fois que je trouve un truc bizarre, généralement ça vient se positionner dans mon chemin, mais voilà, je me dis toujours est-ce qu'on a besoin d'aller aussi loin pour montrer que le corps est capable de se prouver à soi-même, que le corps est capable de faire des choses extraordinaires et qu'il y a vraiment beaucoup plus de choses, beaucoup plus grandes que nous qui existent en fait. Bref, je ferme cette parenthèse. Donc pour moi, c'est quelque chose qui existe, ce sont des chemins de vie particuliers, des moines qui vivent sans manger dans des cavernes qui peuvent vivre très vieux. Moi, pour moi, j'ai jamais remis en doute ces questions-là, c'est des choses qui existent depuis des millénaires, dans plein de traditions, ok. Sauf que moi, j'ai toujours dit, dans ma petite conscience d'âme,
que si j'avais accepté de m'incarner là, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qui me plaisent fondamentalement sur Terre, dans cette dimension terrestre, et concrètement avec la matière, il y a des choses qui me plaisent de ouf, parce que les notions de plaisir, j'espère que je vais choquer personne, mais la notion de plaisir quand on mange, c'est extraordinaire, et la manière dont on peut faire l'amour, est-ce qu'on peut vivre quand on fait l'amour, quand on est sur Terre, on a accès à la dimension matière et à toutes les dimensions énergétiques. Moi, dans ma conscience de plein de dimensions, la Terre, c'est vraiment un topissime. On est au top du top. Moi, j'adore ça. Mon âme aime s'incarner là parce qu'il y a tous ces plaisirs-là et tous les plaisirs sensoriels et matériels. Et c'est assez particulier parce que j'ai vécu des choses horribles dans ma vie. J'ai vécu l'inceste, j'ai vécu des tas de maladies, j'ai vécu des douleurs qu'aucun médicament ne peut faire taire, aucune morphine n'est efficace, des douleurs qui emmènent au bord de la folie, parce que c'est presque de la torture, où tu sens que ta tête, ta psyché est en train d'exploser, de voler en éclats tellement la douleur elle est extraordinaire. Donc c'est très marrant et en même temps c'est un ancrage très fort. J'ai vraiment eu besoin de contrebalancer ça et j'ai trouvé beaucoup de sens au fait de pouvoir vraiment apprécier la matière de manière profonde, parce que aussi j'avais cette connaissance de la matière dans la douleur très profonde aussi, malheureusement. J'ai vraiment cette notion que, enfin, je comprends pas pourquoi on résume l'orgasme à quelque chose de sexuel, parce que l'orgasme, les orgasmes sensoriels, ils peuvent être multiples et variés. Ces derniers jours, j'étais beaucoup en train d'apprécier le vent, surtout comme il fait chaud, d'apprécier le vent dans mes cheveux, et quand on le fait en conscience et qu'on ressent ça pleinement, franchement, j'ai des orgasmes, c'est pas sexuel, mais la sensation, elle est tellement... Le seul mot que j'ai pour... peut-être, c'est l'ancien mot qui était usé dans l'église catholique, d'extase. En anglais, on dit bliss, peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Mais quand tu es complètement présent dans la sensation et que tu te laisses envahir par la sensation et que c'est juste là, voilà, c'est incroyable. Donc tout ça pour dire que j'aime manger et que les problèmes d'addiction avec la nourriture, je les ai déjà pas mal explorés parce que j'ai beaucoup expérimenté. Donc j'ai commencé à 18 ans à expérimenter sur la nourriture, j'ai 40 ans aujourd'hui. J'ai vraiment expérimenté plein de choses. Le seul truc que j'ai pas encore testé, c'est la thérapie par l'urine. Peut-être que j'essaierai un de ces quatre. Par curiosité, je suis quelqu'un de très curieuse aussi, donc j'aime bien défricher des nouvelles choses. Et donc moi, je m'étais dans ma conscience à moi, je me dis ouais, je sais qu'il y a des gens qui mangent pas sur Terre, en tout cas pas de nourriture solide, on mange pas, on n'est pas, c'est pas obligé de manger. Par contre, c'est pas mon chemin de vie. Moi, je me suis dit c'est pas mon chemin de vie. Moi, j'ai accepté de venir dans la matière parce que il y a les plaisirs de la vie en fait. Et ça fait sens d'avoir la citoyenneté française aussi, parce qu'il y a toute cette culture là aussi autour de la nourriture. Et alors souvent, moi, quand je dis que quelque chose n'est pas pour moi, ça marche beaucoup plus vite que la loi de l'attraction. Ça marche beaucoup plus vite quand je veux attirer quelque chose à moi, ça marche mieux si je le dis sous forme de négation. Ça, c'est pas pour moi. Généralement, plus je dis qu'un truc est pas pour moi, plus ça m'arrive rapidement, j'ai envie de dire dans la gueule, bim. Donc, premier état de conscience par rapport à mon chemin. Je conscientise. En 2018, je croise un collègue énergéticien comme moi, qui s'appelle Camille Godert. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Et donc c'est quelqu'un qui ne mange plus. Donc on discute, et il est antillais aussi, donc forcément, voilà, des affinités, on a des trucs à se raconter, etc. Mais ce qui se passe, c'est que plusieurs jours après l'avoir vu, j'ai plus faim. J'ai plus faim. Donc dans ma conscience à moi, je connais le jeûne, et là par contre, j'ai plus faim. Et quelques jours après, j'ai les règles, et du coup je me force à manger parce que j'ai des règles super abondantes, je suis régulièrement anémiée, très fatiguée, j'ai des règles vraiment extrêmement éprouvantes, même handicapantes. J'ai des jours où je peux pas me lever quand j'ai les règles à cette époque-là, et je peux pas me faire à manger, je suis pas en capacité de m'autogérer en fait. Donc j'ai toute une organisation où je me gère avant, j'organise ma bouffe avant, j'organise toute ma vie pour que ces jours-là je puisse ne rien faire et puisse passer la vague en fait. Et donc je me force à manger par rapport à mes règles, par peur du coup, me dire j'ai besoin de force et je peux pas me permettre de pas manger pendant les règles. Et voilà, ça se pose comme ça. Et donc je recroise
je recroise une autre personne pranique, et pareil, 2-3 jours, j'ai pas faim. J'ai pas faim, donc je m'écoute, etc. Et encore, quand les règles arrivent, je me force à manger. Donc je m'amuse à regarder, si je regarde des vidéos de pranique sur internet, est-ce que ça me fait le même effet? Est-ce que ça me coupe la faim aussi? Et ça marche aussi. Donc je regarde des vidéos sur internet de personnes et je me dis, je sens que la faim diminue, en tout cas. Ce que je comprends à l'heure actuelle, et je ne sais pas si je comprends tout, hein, c'est vraiment ce que je comprends de mon expérience au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans mon fonctionnement, il suffit que j'ai une information vibratoire que mon corps prenne une information vibratoire, donc il suffit que je sois près de quelque chose pour que si ma conscience supérieure considère que c'est juste pour moi, ça s'intègre naturellement. Le principe, c'est par exemple, je vais donner un truc peut-être plus compréhensible. Moi, quand on m'explique un pas de danse, je comprends rien. Juste, il faut me le montrer. Je vois le pas de danse, ok. C'est-à-dire, j'ai une compréhension qui est très kinesthésique, du coup. Donc, montre-moi le pas de danse, je vais pouvoir le faire. Si tu me l'expliques, je comprendrai rien, j'arriverai jamais à le faire, en fait. Et donc, d'un point de vue énergétique, c'est un petit peu comme ça. J'ai l'information vibratoire, c'est comme si je suis capable, une fois que j'ai l'information vibratoire, je suis capable de reproduire l'information vibratoire ou de le refaire. Un autre exemple très prosaïque pour les personnes qui connaissent Naruto, ou les mangas de manière générale, il y a des ninjas copieurs. Moi je suis un peu comme une ninja copieur, on va dire, et je crois qu'on a tous un petit peu cette capacité-là. Pouf, il y a une information vibratoire qui est là. Je vois une technique, je peux la refaire. C'est un petit peu ça. J'ai l'impression pour le prana, c'est je croise quelqu'un qui est pranique, pouf, l'information vibratoire, elle vient à moi et je peux la reproduire. Et c'est assez facile pour moi parce que j'ai des vies antérieures où j'ai déjà pratiqué, donc mon âme connaît. Et certains de mes ancêtres, les ancêtres hindous, très clairement, je suis en discussion avec eux à l'heure actuelle, étaient des swamis, donc ça s'appelle des prêtres. Mon nom Mutu Sami, c'est Mutu Swami, voilà, ça désigne des gens qui étaient en garde, qui étaient gardiens de temples. Alors il y en a beaucoup en Inde, hein, c'est pas un truc exceptionnel, il y en a plein, plein en Inde. Et donc bon, voilà, je suis en contact avec un Swami, donc un de mes ancêtres en particulier, celui qui avait décidé de quitter l'Inde pour les Antilles. Et je suis en discussion avec lui sur sa perception justement de cette capacité à ne pas manger, du coup, qui est connue, voilà. Donc c'est dans mon sens et dans ma lignée aussi, du coup. Donc j'ai les deux aspects, je sais que mon corps sait, mon âme sait. Il y a des petites résidences mentales qui sont peut-être encore un petit peu là encore. Donc voilà, il y a un truc qui se fait assez facilement, ça switch assez facilement, parce que sur plusieurs autres plans, voilà, il y a des choses en moi qui connaissent déjà un petit peu le process. Et que je sais que ça existe aussi. Je n'ai pas cette croyance à défaire que ça existe, des choses. Et donc je vois que ça se répète. Et après 2018, et ça a été concomitant quand j'ai commencé la formation à FIE, la première année où j'ai fait la FIE, qui était en présentiel du coup, donc 2019-2020, donc juste ça a été au début du lockdown. C'est une année qui a été très intense pour moi d'un point de vue énergétique. Parce que pendant la FIE, j'avais déjà 2 protocoles de posés. Je transmets des protocoles, mais pas pour que les gens ils gardent les protocoles, pour qu'ils construisent leur propre protocole pendant cette formation-là. Donc c'est un peu, je donne un outil, tu t'empares de l'outil, tu le travailles, et après tu avances, tu vois comment tu peux construire ton propre outil, en fait. C'est un peu l'idée. Donc je fais la vidéo en extérieur, il y a un petit peu de bruit qui peut être là aussi. Et donc pendant la FIE, j'ai canalisé 3 autres durant cette année. Les deux systèmes de soins énergétiques que j'avais canalisés avaient été canalisés sur 3 à 5 ans, ça avait pris du temps. Et là, cette année-là, j'ai dû canaliser 3 autres nouveaux systèmes énergétiques. Donc Magnaterra, Aéronef et un soin galactique, du coup, que j'ai pas encore beaucoup, que j'ai transmis pour l'instant que à travers la FIE, que j'ai pas encore transmis sur d'autres plans. Je peux pas tout faire. Voilà, les journées n'ont que 24 heures. Et donc le fait d'avoir à canaliser ces 3-là et de porter la formation de la FIE qui est assez intense aussi d'un point de vue énergétique pour moi en tant qu'accompagnante, ça me faisait travailler beaucoup énergétiquement. Et cette année-là, j'ai observé que à chaque fois que j'avais un début à chaque fois à la période du syndrome prémenstruel, à ce qu'on appelle la période enchanteresse, je mange pas, j'ai plus faim. J'ai plus faim et à chaque fois que j'ai les règles, je me force à manger. Alors que ça, par contre, le fait de ne pas avoir faim quand j'ai les règles, c'était quelque chose de très régulier que j'ai depuis tout le temps. Notamment que comme j'ai très mal et tout est contracté au niveau de la sphère digestive, j'ai juste pas faim.
Mais du coup, je me forçais à manger parce que aussi je prends des médicaments. Je ne veux pas prendre des médicaments sans manger, etc. Sinon, ça va me détruire l'estomac. Voilà, et impacter aussi le système digestif derrière. Donc, je me forçais à manger à chaque fois. Mais ça revenait tous les mois, du coup. J'ai pas faim. Je ressens ce truc-là, j'ai pas faim. Et vraiment, je me force à manger. Et c'est pas facile de me forcer à manger. Mais voilà, comme je prends ces médocs et je prends les antidouleurs, je sais que ces antidouleurs, en plus, ils sont pas conseillés dans mon cas. Ils sont malsains de toute façon à long terme pour le corps, mais j'arrive pas si je prends pas ces médocs du coup, parce qu'il y a trop de douleur, quoi. C'était voilà, je dis pas c'est bien, c'est pas bien, mais c'est ce que je vivais, quoi. Et voilà, et du coup c'est venu, c'est revenu, ça revenait, j'ai eu plein de synchronicités, après plein de gens qui m'en parlent, etc. Le film Lumière, je dis oui, moi je sais que ça existe, mais c'est pas pour moi j'aime manger. Enfin, voilà, je répète ce truc là, ça revient, plein de synchronicités, au point qu'au bout d'un moment j'ai dit ok, bon, j'ai compris, là il y a trop de signes, je vais aller explorer ça. Et donc, je vais vraiment le faire en conscience et y aller en conscience. Donc, je cherche quelqu'un qui accompagne pour le faire. Donc, ça s'appelle des processus. En général, on appelle ça les processus. C'est en gros, tu testes pendant 21 jours, du coup. Et tu es accompagné, c'est de manière light. Tu continues à boire, du coup. Alors, il y a différentes versions, hein, il y a différentes personnes. Moi, j'ai fait une version qui était plutôt light, où tu peux continuer à manger des jus de fruits, des jus de légumes, tisanes, petits bouillons, etc. Voilà, où c'est vraiment, tu écoutes ton corps, c'est vraiment ton corps qui te guide. Donc voilà, je l'avais fait avec Alexandra Gilles, qui n'est pas quelqu'un de connu, mais qui le fait plus à l'heure actuelle, mais qui matchait vraiment avec mes énergies, avec ma manière de voir les choses, avec ma manière de faire, etc. Vraiment une personne qui est profondément dans le cœur, une vraie thérapeute, voilà, vraiment une personne de cœur, et qui comprend aussi, moi, tous les aspects complètement barrés et médiumiques, voilà, qui viennent avec moi quand je fais des processus, parce que voilà, je vais expliquer. Donc je la trouve, je vois que ça match avec elle, on s'arrange, je m'inscris. 1 heure après l'inscription, j'ai une poussée de fièvre à 40 degrés. Je me dis, oh putain, je l'appelle, je dis, oh là là, ça commence fort. Elle me fait, ouais, vas-y, va voir qu'est-ce qui se passe, ça doit être une mémoire qui remonte. Voilà, est-ce que tu as les outils pour? Je dis, ouais, je sais comment faire. Donc, bon, voilà, je suis à 40 degrés, je suis déjà un petit peu en mode délire, donc déjà un petit peu en état de conscience modifié. Et donc, je vais voir, et ce qui se présente, c'est mes ancêtres. Tous les ancêtres qui sont morts de faim ou qui ont souffert de la faim, qui sont en mode oui, mais nous on n'est pas d'accord avec ton délire là. Nous on a souffert de la faim, donc on n'est pas d'accord que tu ailles expérimenter le fait qu'on n'a pas besoin de manger, du coup. Et bon, j'ai eu une petite discussion avec eux et je me rappelle plus en vrai ce qui s'est passé, mais ça a lâché parce que la fièvre est apparue d'un coup, 40 degrés, et la fièvre est repartie d'un coup comme ça, en fait. Une fois que j'ai discuté, j'ai pris ma température, hein, j'étais vraiment à 40. Et en fait, j'étais un peu en gros délire, je me rappelle juste que j'ai discuté avec eux, je me rappelle comment je les voyais, mais je me rappelle plus exactement ce que je leur ai dit. Donc voilà, bon, en tout cas, problème réglé. Le reste du processus, ça a été juste super cool. Pour moi, c'était comme d'avoir la fibre optique, puissance 10 000, c'est-à-dire que tout est plus facile. D'un point de vue médiumique, tout est facilité. Dès qu'il y a une émotion, pouf, c'est facilité. Et c'est comme si tu peux gérer plein de dossiers dans la journée. J'ai eu des aspects émotionnels de cette vie-là, mais j'ai eu beaucoup de mémoires transgénérationnelles aussi qui sont venues dans ce processus. Et j'ai enchaîné sur 2 autres après, donc j'ai fait 3 mois comme ça. Alors il y a des jours spécifiques, on a le droit de le manger, c'est assez technique du coup pour pouvoir trouver un équilibre et pas stresser le système et pas stresser les organes du coup, pour que ça puisse être le plus doux possible. Et moi vraiment ce qui était vraiment marquant, c'est que ça facilite tout. Donc comme j'avais déjà jeûné beaucoup depuis l'âge de 18 ans, je sais que moi je me sens mieux et j'ai beaucoup plus d'énergie quand je mange pas. C'est déjà quelque chose que j'avais compris, que la digestion chez moi c'est vraiment quelque chose de problématique. J'avais vraiment mis en lien avec le fait que voilà, les médecins m'avaient mis l'étiquette de maladie intestinale, rectocolite hémorragique, avec médicaments à vie, malade à vie, blablabla, traitement à vie, tout ça. Et donc moi j'avais vraiment mis ça sur le compte, ok, j'ai des problèmes d'inflammation intestinale, donc dès que j'arrête, l'inflammation se calme et tout de suite tout est plus clair. Grande clarté mentale, plus de stabilité sur mon système nerveux, sur mon système émotionnel. Non pas que c'est pas là, mais que c'est comme si je peux trier les dossiers plus rapidement, plus facilement en fait du coup. Donc
ça va plus vite. Ça n'empêche pas que j'ai toujours mon hypersensibilité, j'ai toujours l'hypersensibilité qui est là, mais voilà, c'est comme si on peut traiter les dossiers plus vite. Donc la fibre, comme moi, ça me fait l'effet de la fibre optique. C'est ok, tout va plus vite, et d'un point de vue médiumique aussi, j'ai plein d'informations, je télécharge, c'est facile, bim bim, on y va quoi. C'est rapidité. En fait, pour moi, c'est vraiment le mot. Alors, il faut savoir que quand on fait un processus, normalement, on perd du poids. Et c'est ce qu'il faut surveiller du coup. Il y a vraiment, c'est pour ça c'est mieux de le faire accompagner parce qu'on se sécurise comme ça. Parce qu'effectivement, faut pas, il y a des gens qui peuvent perdre 15 kilos. Enfin, les pertes de poids peuvent être assez phénoménales. Et moi, j'étais trop frustrée parce qu'à chaque fois, à chaque processus, donc moi avec mon surpoids de problème hormonal, je sais que c'est pas mon poids normal, non pas que j'aime mon corps comme il est, mais je sais que c'est pas mon poids de santé, et donc j'avais envie de perdre du poids, et alors à chaque fois je perds que 3 kilos, et je perds 3 kilos au début et bim ça se stabilise après, et plus de perte de poids. Donc j'étais un peu frustrée, évidemment. Bon, c'est une bonne petite leçon, on n'a jamais ce qu'on désire, et que le message était certainement d'accepter mon corps avec ce ventre presque de femme enceinte, voilà, que j'ai depuis maintenant presque 5 ans. Du coup, bon, c'est comme ça. Et voilà, donc j'ai très perdu de poids, donc c'est toujours impressionnant de voir les choses. Une autre chose qui a été marquante sur le premier processus, c'est une chose de savoir qu'il y a des gens qui ne mangent pas, de le vivre, c'est vraiment une autre expérience, et ça faisait exploser ma conscience en mode, mais ok, mais en fait, si on n'est pas obligé de manger, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on pense qu'on est obligé et qu'on n'est pas obligé en vrai? Est-ce qu'il y a d'autres croyances comme ça qu'on pourrait faire sauter? Est-ce qu'on a besoin de respirer? Plein de questions sur la vie et la mort, vu qu'en plus j'ai déjà fait des NDE, tout ça. Plein de questions, le cerveau qui fait voilà, le champ des possibilités qui est ouvert, et c'est plutôt incroyable, c'était plutôt chouette. Et encore une fois, vraiment, j'étais avec un super groupe, je trouvais que j'étais vraiment accompagnée par la personne qui me correspondait le plus, c'était vraiment super adéquate. Et un des effets marquants après les processus, c'est que ma respiration a changé. Pendant les processus, j'ai pas travaillé ma respiration en particulier, j'ai travaillé plutôt avec des méditations, parce qu'il faut des temps de nourriture de cette énergie-là. Ça peut être travaillé avec la respiration, mais c'est pas moi ce que j'avais fait à ce moment-là. Mais ma respiration, naturellement, elle a changé. Alors, comme je pratique la relaxation aquatique, l'Atma Jansu avec les collègues, copains, ben, on a vu que tout d'un coup, je pouvais rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. Il y a eu vraiment comme un palier. Et moi-même, comme je vais en piscine assez souvent pour pratiquer aussi, j'ai vu que déjà, le premier truc, c'est que je peux rester beaucoup plus longtemps sous l'eau. J'oublie que j'ai besoin de respirer. C'est comme si je peux rester sous l'eau. C'est ma conscience, c'est mon cerveau qui me fait me remonter sous l'eau, mais pas le réflexe de j'ai besoin de respirer qui me fait me remonter à la surface. Comme si j'oublie, j'entre dans des états de conscience dans l'eau où j'oublie que j'ai besoin de respirer, et du coup je reste beaucoup plus longtemps que d'habitude. Mon corps aussi il coule alors que d'habitude il reste à la surface. Changement majeur. Voilà, gros changement sur la flottaison de mon corps, sur la respiration qui se pose à ce moment là. C'est quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps encore. Après avoir rencontré la baleine bleue, du coup, j'ai plein de transferts énergétiques. Je suis en initiation énergétique avec la baleine bleue, et ma respiration, elle change à chaque fois. Voilà. Alors, pour l'instant, je suis en phase où je suis avec un gros puzzle, j'ai pas tout compris. Il semble qu'il y a un lien, en tout cas dans mon cheminement, entre les baleines, le prana et l'énergie. D'autres choses, j'observe, je suis en questionnement. Voilà, j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai regardé beaucoup de conférences. J'ai posé des questions. J'observe que moi, par exemple, avant un travail énergétique, j'ai pas faim. Est-ce que c'est le prana? En fait, je comprends pas quand on parle du chi, ça me paraît correct. Mais quand on parle du prana, moi, la question c'est de quoi on parle? Parce que moi, avec mes yeux de clairvoyance, avec mon troisième œil, je vois plein d'énergies différentes. Quand on dit prana, est-ce que c'est tout? Parce qu'en vrai, il y a plein de différences.
il n'y a pas une énergie, moi je vois pas une énergie unitaire. Il y a une unité là-dedans, ok, mais je vois pas une énergie unitaire. Et la grosse question qu'il y a derrière, parce que moi j'ai jamais été végétarienne, parce que bah, pour moi la carotte elle est vivante aussi, elle a une âme aussi. Alors c'est différent, mais elle a une conscience aussi. Donc c'est pour ça que j'ai jamais été végétarienne strictement, parce que pour moi c'est aussi difficile de manger la carotte que de manger la cuisse de poulet. Et que l'industrie, elle maltraite autant les végétaux que les animaux. Et donc j'avais pris le parti donc, de dire, bon ben je mange. Mais le prana, bah j'ai essayé de me connecter et ça me dit que c'est aussi vivant. Et du coup j'ai le même problème, je dis, ouais mais tu continues à te nourrir de quelque chose en fait, merde. Et j'ai vécu un moment où, au moment où ça m'a montré ça, ça m'a invité à prendre une mûre. J'étais dans un champ, j'ai pris un mûre, donc j'ai parlé à l'arbre, j'ai demandé quelle mûre voulait venir. C'est comme si ça m'avait invité à faire l'expérience de manger en conscience quelque chose qui est vivant. Cette mûre, j'ai mis une demi-heure à la manger. Ça m'invitait vraiment à faire l'expérience de, comme si pour comprendre, oui mais le prana aussi il est vivant, mais dans tous les cas tout est vivant. Mais je ne suis pas encore complètement en paix avec cette idée de, dans tous les cas ça revient à manger quelque chose de vivant, même si c'est pas les mêmes formes de vie on va dire, et mêmes formes de conscience, ça reste des choses vivantes. Donc ça reste des petites questions comme ça qui sont là à l'intérieur de moi. Voilà, et donc c'est ce cheminement, donc j'ai fait 3 mois de processus. Et puis, comme j'avais déménagé, je me suis retrouvée à ce moment-là en Guadeloupe. Bon, j'ai repris la nourriture. Il y avait tout un tas de configurations qui étaient un peu complexes. Jamais en remangeant autant, je mangeais clairement moins. Après, j'ai jamais eu, depuis mon enfance, j'ai toujours été un petit oiseau. Aux alentours de 18 ans, un repas au resto, ça a toujours été trop pour moi. Ou les repas du rue, à l'époque où j'étais étudiante, j'avais une copine qui était comme moi et on se partageait, on se prenait un repas pour deux en général, ce qui était bien économiquement aussi, ce qui était assez pratique, mais que moi, la moitié d'un repas normal, c'était largement suffisant, voire c'était trop, un plat entier c'était trop, c'était pas possible, ça faisait beaucoup trop pour moi. Voilà, et donc je suis l'appel d'aller au festival de Pranis, je croise la baleine bleue quelques semaines avant, je sens que je suis en initiation, bim bim bim, avec les baleines, je suis en mode psychédélique avec mon troisième œil, je comprends rien. Mais bon, j'accueille, je sais qu'il y a des codes qui passent, il y a des informations vibratoires qui passent, mon mental n'est pas encore en capacité de comprendre. Et donc je me retrouve au festival de Pranis, et qu'est-ce qui se pointe? Les baleines. Bim, bim, bim. À chaque conférence, bim, je rentre en transe. À chaque conférence, ce qui se passe, c'est que, pouf, tout d'un coup, j'ai un appel. Ça fait comme si ça m'appelle à basculer, comme si je basculais dans l'eau. Très clairement, je vous détaille le truc. Comme s'il y a un appel à ce que je bascule. Pouf, je bascule pas dans la réalité. Parfois, je le fais corporellement parce que je sais que mon corps va peut-être se mettre à trembler et tout. Donc, je me mets en posture de sécurité dans ces cas-là. Et donc, je descends. J'ai cette espèce d'appel à mouvement à être comme ça. Moi, ma conscience, elle bascule comme si je bascule dans l'eau. Donc, je suis au milieu des montagnes d'Italie, mais à chaque fois, je me retrouve dans l'eau, à chaque fois. Et avec, à chaque fois, je me retrouve dans l'eau et pouf, il y a la baleine bleue en face, du coup. Et c'est... La sensation énergétique, elle est folle dingue, elle est complètement malade. J'ai l'habitude des baleines, j'en ai vu plein, mais là, la baleine bleue, c'est nouveau, c'est du chinois, elles sont très différentes. Et ça, il y a plein de choses qui se passent, je comprends pas tout, mais dans les trucs que je comprends, c'est qu'elle travaille sur des points particuliers dans mon corps qu'elle relie au réseau baleine. Et moi, je suis là, et elles sont là en mode, mais tu fais partie du réseau. Et on t'accueille, tu fais partie de la famille. Mon petit mental qui fait mais je suis pas une baleine. Bon, l'autre partie qui fait waouh, on se calme, on accueille les choses. Et donc à chaque fois qu'il y a eu des conférences, les gens ils parlaient du prana, mais moi à chaque fois ça me ramenait. Alors est-ce que c'est juste que ça ouvrait un champ énergétique et que moi c'est ce que j'ai à vivre à cet instant-là? Je sais pas forcément exactement l'expliquer. J'ai l'impression que les baleines, est-ce que l'enseignement des baleines est lié à cette notion de prana et cette notion de respiration, mais pour l'instant j'ai pas encore tout raccordé, tous les fils. Voilà, donc à voir. Et
donc à chaque méditation, et plus ça va, et plus je rentre en transe, et du coup je me mets en mode en position de sécurité, PLS, du coup, parce que je sais que je me connais, je sais que quand je rentre en transe, je vais chialer, et du coup j'ai pas trop envie qu'on me voit, donc c'est un côté pratique, hop, je mets les cheveux, et puis voilà, pour pas passer pour le Luberlu de service, mais en même temps mon corps il se met à trembler et tout, donc bon, je passe pas inaperçu au final quand même. Donc j'accueille de rentrer en transe parce que je sais que voilà, l'appel il est là. Bon, je kiffe les baleines aussi, hein. Et la première a été très intense parce que quand j'ai vu la baleine, j'avais déjà commencé à connecter aux mémoires de la chasse aux baleines, mais là à chaque fois, le premier c'était vraiment, je chialais parce que j'avais vraiment l'émotion de ce qu'ont vécu les baleines et de ce qu'ont vécu aussi les humains qui faisaient la chasse à la baleine, parce que c'était horrible des deux côtés. Franchement, si on voulait inventer l'enfer, c'était pas la chasse à baleine, c'était pas mieux. Les gens qui ont bossé sur les stations baleinières, les gens qui ont bossé sur les bateaux baleiniers, franchement c'est l'horreur. Ils étaient dans la graisse de baleine toute la journée. Enfin, c'est un travail de forçat. Il n'y a personne qui a choisi, vraiment choisi ce travail-là, entre guillemets. C'était des gens qui avaient besoin de fuir des situations, qui n'avaient vraiment pas d'autre solution, quoi. Et j'avais toutes ces émotions-là, c'était énorme en fait. Et le matin, souvent, quand le processus n'était pas fini, ça s'activait pendant les conférences dans la journée. Et souvent au matin, moi, ce qui se passait, j'ai mon utérus qui crampait. Je sais que quand mon utérus il crampe, il faut que j'aille libérer. Donc je me remets en transe par moi-même. Et je libère, et du coup, ça me reconnecte aux mémoires et ça relibère à travers mon corps, etc. Et après, mon corps est libéré, ça va mieux, l'émotion elle est passée, etc. Et donc ça s'est répété beaucoup, donc c'était assez éreintant, j'avais mon travail à faire, l'énergie elle était très haute, j'étais en j'avais ces trans énergétiques à faire, etc. Bref, j'étais un peu au radar pendant tout le festival. Et les baleines m'ont demandé d'être ambassadrice. Ça résonne beaucoup avec un collectif avec qui je suis en lien, qui est peut-être plus rattaché aux dauphins, en tout cas des gens qui ont cette conscience de l'océan et des peuples de l'océan. Voilà, je ne sais pas si mon travail va passer que à travers ce collectif-là. Je ne vais pas en parler tout de suite parce qu'il est en préparation, etc. Et qu'il ne faut pas spoiler. Mais voilà, je ne sais pas aussi si ça va se poser moi dans les stages baleines. Je ne sais pas si ça va être un nouveau stage baleine ou si ça va se marier avec les stages baleines que je faisais déjà. En tout cas, j'ai besoin d'un temps d'intégration. Je sais que je n'ai pas encore tout compris. Et voilà, donc j'ai eu les baleines, elles sont encore là. Je sais que j'ai pas terminé l'intégration. C'est moins fort que pendant le festival, mais j'ai encore des moments où j'ai besoin de redescendre les voir. Elles m'appellent, je sens, pouf, ça fait comme si, ok, j'ai besoin d'aller dans l'eau. Et donc début septembre, voilà, c'est calé. Je retourne dans l'eau avec les formateurs d'Atma Jansu. Et voilà, je sais que je vais avoir le fin bout de l'histoire du coup, parce que je sais que quand je suis dans l'eau, ça s'active et ça va beaucoup plus vite et tout va beaucoup plus vite. Je crois que j'ai un petit peu peur. Je sais que ça va être très très fort et très puissant. Et bon voilà. Et j'ai l'impression d'être que mon récit est un peu décousu. Je m'excuse. J'ai pas fait de plan pour le préparer. Et voilà, vous avez vu que je suis pas au même endroit. Je comptais finir la vidéo d'un seul trait. Et puis finalement, voilà. Et bref, il s'est passé quelque chose et je pouvais pas le faire d'un seul trait. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à manger. Donc je pense que je vais chercher un accompagnant pour pouvoir m'aider à redescendre. Je sens que mon corps là, il a envie d'arrêter de manger. Je sais que mon corps sait le faire, je sais que mon âme sait le faire aussi, mais j'ai besoin de me sécuriser, j'ai besoin de sécuriser mon mental, accompagner mon mental, etc. Et je sens que je manque d'outils aussi pour faire la descente. Je ne sais pas si c'est... Moi, j'ai pas dans l'envie que ce soit définitif d'arrêter de manger parce que, comme j'expliquais, j'adore la nourriture. Vraiment, j'ai des orgasmes sensoriel au niveau de la bouche. Il n'y a rien de sexuel dans ce que je dis, vraiment. Les extases culinaires, voilà, c'est vraiment des trucs possibles. J'aime manger, vraiment. Donc j'aimerais que ce soit pas... Mais bon, voilà, je sais que il y a des fois je parle depuis mon ego et peut-être que là je parle depuis mon ego et peut-être que c'est pas ça qui se positionnera pour moi. Voilà. Il y a des choses qui ont travaillé très fort dans les mémoires, aussi au Festival international, avec les baleines qui étaient là. J'ai guéri une très vieille mémoire de l'époque de la Lémurie, dont j'avais tout à fait conscience.
mais que je n'avais pas complètement guéri, on va dire. Ce qui fait que moi, mes énergies ont complètement switché depuis. Ce qui fait que j'ai pu assurer le rassemblement de manière différente au niveau de mes énergies et que ce qui se présente devant moi, je sais, va être différent. Je ne sais pas exactement comment. Je sais qu'il y a du changement à venir, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà mentionné, il y a des changements à venir pour moi. Il y a quelque chose de l'ordre... il y a quelque chose en moi qui est prêt, qui n'était pas prêt. À l'époque de la Lémurie, c'était à l'époque où la Lémurie a sombré dans la mer. J'ai encore de l'émotion, merde, l'émotion est encore là quand j'en parle. Quand la Lémurie a sombré dans la mer, j'étais là et j'étais en poste et j'étais grande prêtresse. Encore une fois, c'est pas un truc grandiloquent, c'est surtout un truc de responsabilité et on était en charge de la protection énergétique. Et pour pouvoir faire couler la Lémurie pour les personnes qui ont œuvré à ça, il fallait cibler et détruire le maillage des prêtresses. C'était pas un truc personnel, on formait un réseau de maillage énergétique de protection. Et j'ai fait partie des cibles qui ont fait que le maillage a lâché, en fait. Il fallait détruire certaines pour que le maillon lâche. Et je m'en voulais de m'être fait avoir. C'était beaucoup dans la manipulation et la perversion, sur des plans bien au-delà de la mort, d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui savent... J'ai toujours eu conscience qu'il y a bien pire que la mort. Il y a des gens qui savaient faire ça. Dieu merci, ces savoirs-là, ils sont sous scellés à l'heure actuelle dans les akashas. Ils ne sont pas utilisables, Dieu merci. Et donc on a été plusieurs prêtresses à être ciblées pour que la Lémurie puisse être attaquée, parce que sinon on maintenait la protection, on va dire, d'un point de vue énergétique et magique. Et donc j'avais de la culpabilité encore, j'avais encore de la culpabilité, j'avais beaucoup travaillé à accepter les Atlantes, parce que du coup j'avais quand même des petits problèmes depuis cette vie-là avec les Atlantes, mais bon, ça c'était réglé, je suis en accueil et en capacité d'accueil des Atlantes. Mais je m'en voulais à moi-même en fait. Et il y a une énorme paix qui s'est posée de moi à moi-même. Il y a une plume juste devant moi blanche qui tombe au moment où je vous parle. Qui s'est posée et qui ouvre mes énergies d'une manière différente, parce que d'une certaine manière, malgré tout ce que je fais depuis des années, il y a une partie de moi qui refuse d'assumer pleinement la responsabilité. Voilà, pour moi, avoir des capacités médiumiques énergétiques, celles qui sont les miennes, c'est pas un truc fun, c'est pas un truc fun du tout. Ça veut dire que tu passes par des initiations extrêmement difficiles par la vie. Ça veut dire se prendre plein d'attaques dans la gueule aussi, parce qu'on vit dans un monde de prédation à l'heure actuelle, c'est comme ça. Il y a des groupements de magie aussi qui sont là pour que certaines choses ne changent pas, qui sont là en place. Et que assumer mon rôle, c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité. Assurer que c'est du boulot d'une certaine manière 24 heures sur 24 et que j'ai pas forcément d'espace personnel. J'ai peu d'espace personnel en fait. C'est vraiment être en charge. C'est une responsabilité. C'est pas tous ces trucs là de développement personnel et de magie où on dit ouais c'est trop cool, c'est machin, etc. Ouais, moi je suis vraiment pas là-dedans. Vraiment je plus sois... Les Mongols, quand quelqu'un est chaman, ils crient pas de joie, hein, c'est oh merde, il y a quelqu'un qui est chaman en fait. Parce que tu as un rôle par rapport à la communauté. Alors, qu'est-ce que veut dire la communauté au jour d'aujourd'hui dans notre monde qui est capitalisé, libéralisé, explosé d'un point de vue sociétaux, alors pas partout, fort heureusement. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi avoir des responsabilités par rapport à une communauté? Qu'est-ce que ça veut dire au jour d'aujourd'hui? C'est complexe, hein. Tout le monde, il y a tellement de gens qui se tirent dans les pattes, il y a tellement de jugements, il y a tellement d'ego, etc. Il y a tellement de gens qui ne me voient pas. Et ça, c'est un truc très marrant parce que en Occident, il y a beaucoup de gens qui ne me voient pas. Il y a quelques personnes qui me voient. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits dans le monde d'ailleurs, j'ai pas besoin de sortir mon CV. Les gens, ils perçoivent ma vibration parce que les gens ont plus l'habitude de percevoir les vibrations des gens. J'ai pas besoin de dire je suis énergéticienne, je fais ça, blablabla, de rentrer dans le mental et tout. Il y a des endroits dans le monde, les gens, ils me voient. En Afrique de l'Ouest, tous les sorciers ils me voient. C'est pas toujours confortable, mais tous les géomanciens, tous les sorciers, tous les gens qui ont des capacités invisibles, ils me voient en Afrique de l'Ouest. J'ai pas besoin de le dire. Et donc à l'époque, je les ai fuis. Du coup, il y a plein d'endroits comme ça où il y a plein de moines dans l'Himalaya.
mais donc sphère bouddhiste ou hindou, ils me voient aussi. Donc ils savent, les gens qui me demandent, bah, t'es qui? Enfin, voilà, des chamans ils me demandent, t'es qui? Enfin, voilà, parce qu'ils sentent du coup les choses. Et c'est un peu complexe. Ok, je suis prête à assumer une responsabilité, mais laquelle? Dans un monde qui est d'une certaine manière aveugle en fait, qui a perdu sa sensibilité, c'est assez complexe. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra, mais je suis prête à embrasser ce qui viendra. Dans tous les cas, il y a les programmes comme d'habitude qui vont se positionner. Et le chemin du prana, il est là, il continue. J'ai pris du temps à Vézelay après le rassemblement pour observer la lumière dans la cathédrale et tout d'un coup ça faisait des sens. Ben, oui, ça m'a toujours dit les cathédrales c'est des vaisseaux de lumière, basilique ça dit plus architecture de la lumière. En fait c'est des enseignements de la lumière comme les gens qui sont dans le pranisme, ils sont dans un enseignement avec la lumière, c'est comment tu apprends à te nourrir différemment. Et tout d'un coup ça disait bah ah non mais la basilique c'est aussi un enseignement de lumière aussi. Et qu'on est loin, très 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 loin de le comprendre. Alors moi je le fais de manière intuitive, donc je me suis mis à bouger, à danser dedans. Il n'y avait personne, je dis ah je vais faire mes trucs chelous. Les gens ont commencé à me demander je suis qui, je dis ah je suis psychologue, ben oui ok ouais. J'ai posé dire que j'étais énergéticienne. En tout cas j'ai commencé à filmer, à conscientiser, à recevoir. En fait moi je mentalise pas, hein, je reçois. Et je verrai après, je sais qu'à un moment ça fera sens de manière différente. Donc voilà, et du coup je sens ma structure énergétique bouger. Ma voiture est en cours de réparation, elle a un problème depuis très longtemps qui ne se résout pas. Elle est en cours de réparation. Il y a des trucs qui se sont remis et donc moi j'ai arrêté de vraiment manger il y a 2-3 jours. Et il y a des trucs qui se sont remis à marcher tout seul dans ma voiture qui ne marchait plus. J'adore. Voilà, il y a une pièce qui a été changée pour l'instant dans ma voiture, mais qui n'a rien à voir avec ce tout truc qui s'est mis en marche. Et donc il y a une deuxième pièce qui doit être changée. Donc je suis en plein processus de mouvement. Moi je sens que par rapport à tout ce que je viens d'intégrer au Festival de Pranis, de ce pardon que j'ai posé par rapport à moi-même, par rapport à ces compréhensions des cheminements de lumière, par rapport à ces compréhensions, par rapport au travail énergétique en fait, qui est aussi un travail avec la lumière. On devrait dire énergie en fait, je crois que pour moi ça fait plus sens si je dis énergie que prana ou lumière en fait. Parce que sur les lieux sacrés, j'ai pas faim. Quand je fais des initiations, j'ai pas faim. Et je pense qu'on est très nombreux à vivre ça dans les énergéticiens. Il y a des moments où tout d'un coup il n'y a pas la faim et elle revient d'un coup en mode morphale. réancrage. Et donc j'ai plein de questionnements et peut-être que des gens qui sont dans le prana depuis longtemps ont les réponses, mais j'ai pas eu le temps, l'espace de leur poser toutes les questions pour l'instant. Voilà, comment est ce fonctionnement-là? Moi j'ai l'impression que je vais devoir manger de moins en moins, mais je veux quand même goûter des petites carrés de chocolat de temps en temps, parce que quand même, c'est quand même génial. Voilà, je sens, est-ce que ça va être temporaire, est-ce que ça va être long, je ne sais pas. En tout cas, la vie m'invite là. La vie m'invite à continuer à comprendre avec les baleines. J'ai l'impression que les baleines, en tout cas, parce que elles invitent à connecter à l'idée que les mémoires de nos ancêtres qui vivaient dans l'eau, elles sont à l'intérieur de nous. Il y a cet aspect-là qui est là. Parce que ça c'est déjà venu quand j'avais connecté aux tortues, donc en Guadeloupe. J'avais nagé avec les tortues, puis après j'avais des tas de visions de cétacés préhistoriques, de l'époque préhistorique. La vie m'a fait aller aussi dans des musées où il y avait des squelettes d'anciennes baleines, des squelettes d'anciens dauphins, il y a d'autres noms hein, pour les désigner à l'époque. Et j'ai vraiment la sensation que la mémoire dans notre ADN, elle est encore là. Et que du coup, notre capacité de respiration, comme il y a des gens qui sont des gens qui font de l'apnée sont en train de repousser les limites de plus en plus à l'heure actuelle, comme il y a des peuples qui chassaient et qui plongeaient de manière très très profonde, on ne comprend pas trop comment ils pouvaient le faire. Il y a des choses en nous qui savent en fait, hein, vraiment une espèce de bibliothèque dans notre ADN qui est juste incommensurable. Et qu'on pourrait repousser les limites vraiment de manière extraordinaire. Et toute ma vie est un peu orientée là-dessus, sur comment je résilie par rapport à ce que j'ai vécu, comment je guéris de maladies que la médecine dit qu'elles ne sont pas guérissables, comment je survis à des états de mort, c'est même pas des morts imminentes, c'est de mort, comment je subis à des états où sur le papier, techniquement, je suis morte, et bah, je suis consciente, je suis vivante, je suis là. Ça pose plein de questions, ça pose vraiment énormément de questions, ça repousse vraiment totalement les limites de la conscience. Donc, voilà, c'était pour partager un petit peu mon cheminement. Je suis désolée, c'était un peu long. Je ne sais pas si c'était bien organisé. Peut-être que ça résonnera pour certains, et notamment sur ces aspects, sur le lien avec la nourriture, ce qu'on appelle le pranisme et le respiranisme à l'heure actuelle,
et le fait qu'on n'a plus besoin de manger quand on fait des initiations, quand on travaille en énergétique. Moi, plus je travaille avec des gens, plus je travaille avec beaucoup de personnes, moins j'ai faim. C'est vraiment très très clair. J'ai utilisé la nourriture beaucoup pour m'ancrer pendant un moment. J'ai utilisé le KFC sur des moments, et c'était souvent quand les mémoires de Lémurie se réveillaient. L'énergie était tellement folle que je faisais un petit arrêt au KFC pour m'arrêter. Voilà, des journées assez folles où je rencontre des gens qui connectent la Lémurie et qui me voient et qui me reconnaissent et qui s'inclinent. Voilà, des moments où je reconnecte des ex-maris de mes vies antérieures, je veux dire ex-maris quand même si voilà, d'autres plans, des frères ou des sœurs de vie antérieure, voilà, où on se reconnaît, où on se rappelle tous les deux des moments comme ça. C'est quand on a les akashas poreux et des vies antérieures poreuses, voilà, ce sont des choses qui se positionnent dans la vie. Donc ce sont des rencontres belles, mais qui demandent aussi à être gérées, parce que il y a des humains et des égos qui sont pas alignés dans la matière, donc j'ai subi aussi des choses pas très très cool aussi. Voilà, j'écrirai si j'ai le temps, j'ai toujours un milliard d'idées, mais manuel de rencontres de rencontres karmiques, parce que je connais plein de gens qui sont perdus quand ils rencontrent des gens voilà, en connexion avec les vies antérieures. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait dans cette vie-là? Est-ce que c'est pour eux ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'on peut s'autoriser? Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo, elle était un petit peu longue. N'hésitez pas à faire quoi que ce soit comme commentaire. Il était temps pour moi de parler de ces expériences-là. Je n'ai pas tout détaillé parce que vraiment les expériences sur un mois de processus, il se passe tellement de choses, c'est incroyable. J'invite pas forcément, cette vidéo n'a pas vocation à vous inviter à faire les processus. Je pense pas que à notre ère, beaucoup de gens soient appelés à faire ça. En tout cas, de savoir que c'est dans le champ des possibles. C'est quelque chose qui résonne énormément avec la notion de souveraineté, qui est vraiment au cœur de mon travail, parce que j'ai fait cette expérience de l'inceste quand j'étais enfant. Voilà. Et que l'inceste, dans la manière dont je conscientise à l'heure actuelle, j'ai des vidéos aussi, des choses à poser par rapport à ça. Pareil, je prends le temps de la maturation et de me le poser. Mais fondamentalement, l'inceste n'a rien à voir avec la sexualité, ça on le sait. Mais l'inceste, plus ça va, plus je me dis, plus c'est de la vampirisation. La vampirisation et du crochetage. C'est comme s'il y a un cathéter qui est posé pour nourrir en permanence sur l'enfant. En fait, énergétiquement, c'est de la nourriture. Et que du coup, ça résonne beaucoup, ce fait d'arrêter de se nourrir d'arrêter d'aller chercher les choses à l'extérieur, d'arrêter de mettre le pouvoir à l'extérieur, d'arrêter de chercher l'énergie à l'extérieur. Il suffit de se brancher terre, ciel, de brancher les énergies extérieures. On n'a pas besoin de se nourrir on n'a pas besoin d'aller se nourrir sur les gens à l'extérieur. Hein. On est dans une société vraiment de prédation. Il y a tellement de prédation dans la société en termes d'énergie, dans le milieu de la spiritualité, dans le milieu de la thérapie, au sein des familles, etc. Pas que au sein des familles incestuelles. Dans plein de familles, vraiment, on se nourrit des uns des autres, etc. Au-delà des systèmes de projection. Ça fait beaucoup sens dans mon cheminement de ramener le prana, on arrête de se nourrir avec l'extérieur, parce que si on arrête de se nourrir avec l'extérieur, on n'a plus besoin d'agriculture, on n'a plus besoin de propriété, on n'a plus besoin de guerre. En fait, le jour où on passe à ce paradigme-là du collectif, je pense qu'on n'est pas prêt, bien entendu, mais on va apprendre à vivre différemment ensemble, très clairement. Et vivre différemment avec l'écosystème, les animaux, les végétaux, l'écosystème, et vivre aussi avec l'énergie. L'énergie, elle est vivante, elle est vibrante, elle a sa conscience, et à mon sens, et apprendre à vivre vraiment dans cet écosystème-là et de faire corps avec cet écosystème, qui à mon sens aussi invite à accueillir, de manger aussi de temps en temps, mais vraiment dans cette conscience-là qu'on fait partie de l'écosystème. Moi, j'ai toujours dit, je veux pas être enterrée dans le cimetière, je veux que mon corps y retourne et qu'il aille nourrir l'écosystème. C'est vraiment un truc ancré en moi, de faire partie du cercle de la vie, en fait. Donc, que mon corps aille nourrir, très heureuse. Et j'espère que la législation pour l'enterrement, elle va changer d'ici que je vais mourir. Je veux être enterrée dans la forêt parce que je veux que les vers de terre me mangent. Je veux que mon corps il soit une offrande à ce système terre sur lequel on vit quand on est là, du coup, dans cette dimension-là. Voilà ce que j'avais à raconter sur la question. Je pourrais
dire encore plus, mais c'est ce qui me vient de dire là, à ce moment-là, dans cette vidéo-là. Donc voilà, j'ai encore plein de questionnements. Et aussi, voilà, un dernier truc que je vais dire, c'est que après avoir entendu toutes les conférences au festival, je ne sais plus si c'était vraiment du jeûne que j'ai fait quand j'étais jeune en fait. Donc j'ai commencé à 18 ans à jeûner, je disais de manière sauvage, juste ok, je décide d'arrêter de manger, j'arrête de manger. C'est-à-dire je faisais pas les descentes, voilà, c'était pas fait de manière classique, mais bon, j'avais mon corps de 18 ans qui tenait la route. Mais en fait avec le recul, parce que du coup, tous les signes de prana, je les avais à l'époque, plus d'énergie, je dors pas, j'ai pas besoin de dormir, je perds pas de poids aussi, mon poids est complètement stable, c'est-à-dire tous les signes qui montrent qu'on est en pranisme, je les avais à l'époque quand je faisais le jeûne en fait. Et les effets détox, je les avais pas non plus du coup. Je les connais, à certains moments, je les ai eus sur les jeûnes, mais à d'autres moments, je les avais pas sur certains jeûnes. Donc beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que j'ai expérimenté au final quand j'étais jeune. Et aussi